Il est 13h sur RTI 1 et partout en Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, bonjour. Voyons ensemble le sommaire de cette édition. Korogo révélera toute la richesse culturelle du Nord à travers la CAN. La desserte aérienne se bonifie avant l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. Le ministre des Transports Amadou Koné a déclaré et rassure que les aérogares pourront être fonctionnels dès cette semaine même. Nous verrons dans ce journal un soutien conséquent de l'État de Côte d'Ivoire aux familles démunies en cette fin d'année. 1000 nouveaux bénéficiaires du programme des filets sociaux recevront ou reçoivent déjà leur allocation dans la ville de Daloa. Un développement à suivre dans cette édition. Et puis hors de chez nous, une attaque armée a fait au moins 160 morts dimanche dans le village de Mouchou, dans le centre du Nigeria. La région est en proie depuis quelques années à des tensions religieuses et ethniques. Et Amnesty International pour le Nigeria dénonce l'incapacité des autorités fédérales à protéger les populations de cette localité. Bienvenue à tous. Nous ne sommes plus qu'à 18 jours de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire et les installations sont fin prêtes. Même le transport aérien s'aligne sur les différents aménagements. Le ministre des Transports Amadou Koné effectuait dans ce cadre une visite à l'aérogare de Korogo. Djeneba Ouattara et Kader Sogodogo nous rapportent cette visite. La Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023, c'est pour bientôt. Les actions se multiplient pour la réussite de cet événement sportif africain majeur. Korogo est l'une des villes devant abriter cette fête du football. C'est dans cette optique que le ministre des Transports, Amadou Koné, visite l'aérogare de Korogo pour s'assurer de l'état d'avancement du chantier de l'espace aérien. Amadou Koné était accompagné du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, et des autorités locales. À cette occasion, tous les travaux de l'aérogare ont été passés au peigne fin. Tous les travaux sont achevés. Ils sont en train maintenant de faire les installations des équipements techniques, des équipements de sûreté et de sécurité. Quasiment la même chose au niveau de San Pedro, où il y avait un sujet encore sur le parking. C'est un basculement des anciens aérogares vers donc, les nouveaux aérogares qui doit être fait. Les équipes sont en train de se concerter avec Air Côte d'Ivoire, voir comment ce basculement donc, se fait la semaine prochaine. Et la prise en main de tous les outils modernes qui ont été donc, installés, sur lesquels il y a des formations de 3-4 jours donc, qui vont se faire. Selon Amadou Koné, dès la semaine prochaine, les différents aérogares de San Pedro, Bouaké et Korogo seront fonctionnels. En économie, la ZLECAf propose un plan profitable au secteur privé ivoirien pour pallier aux pertes occasionnées par ce nouveau système d'échange commercial en Afrique. Une stratégie qui rencontre l'assentiment des entrepreneurs. Léon Brou. Cadre institutionnel du commerce électronique, accompagnement des acteurs ivoiriens, capacité du marché interne à faire face à l'ouverture commerciale. 3 leviers à actionner pour que les opérateurs économiques résistent au bouleversement induit par la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Autrement dit, améliorer ces 3 insuffisances garantirait au secteur privé un meilleur environnement des affaires. Nous sommes convaincus que la ZLECAf représente une opportunité sans précédent pour renforcer l'intégration économique de l'Afrique, stimuler le commerce intra-africain et créer un environnement propice à la croissance durable de nos entreprises. Sa mise en œuvre exige notamment la suppression des tarifs douaniers et autres obstacles non tarifaires qui contribueraient à booster le commerce intra-africain estimé à seulement 15%. Comme ces 3 axes, le cadre et les organes de mise en œuvre de la stratégie du secteur privé salués par le secrétariat permanent de la ZLECAf et le ministre du Commerce. Tous deux appellent à promouvoir le commerce électronique, le présentant comme l'outil de contournement des crises et conflits qui dégraissent le volume des échanges commerciaux. Selon les prévisions de l'OMC, le rythme de l'expansion du commerce, qui était de 9,1% en 2021, a connu un ralentissement en 2022 pour se situer à 2,7%. En 2023, ce taux de croissance devrait chuter à 1,7% selon les statistiques de l'OMC du fait
de la persistance des effets des tensions géopolitiques, de la Covid-19 et de la hausse des prix des produits de base et également de l'énergie. Le commerce électronique lève les barrières tarifaires dans une zone de libre-échange continentale africaine de plus d'1,3 milliard d'habitants. En Côte d'Ivoire, il aura aidé en 2 ans à stabiliser à 15% la contribution du secteur privé au produit intérieur brut. Dans un champ plus réduit, le gouvernement ivoirien contribue à renforcer l'opération économique et participe également à réduire la pauvreté au sein des communautés, notamment avec le programme des filets sociaux dans la ville de Daloa. 100 000 nouveaux bénéficiaires reçoivent déjà leur allocation. Michel Mambo nous en dit plus. Lorsque les consignes sont arrivées, je suis allée au marché voir les femmes, prendre des vivres et je les ai commercialisées. Et suite à cela, le bénéfice revenu, j'ai encore fructifié. Et aujourd'hui, j'ai une table bien garnie au quartier. En tout cas, je m'en sors très bien. Nous avons reçu des 36 000. Nous sommes constitués en association. Nous avons pu réunir 2 700 000 et nous avons construit une ferme qui est actuellement opérationnelle. Devenir autonome à partir de 36 000 francs CFA. Ils l'ont bien réussi. Cela à la faveur du programme des filets sociaux productifs. Dans le Haut-Sassandra, ce sont au total de 2017 à ce jour plus de 27 300 ménages bénéficiaires qui ont reçu en tout 7 828 174 francs CFA dans le cadre des filets sociaux productifs. Les ressources reçues ont permis de transformer leur vie. Et ça, c'est du concret, donc c'est le visage humain donc, de l'action sociale du chef de l'État. Et dire donc à tous ceux qui seront bénéficiaires de faire bon usage donc, de ces ressources qui seront mises à leur disposition, comme l'ont fait ceux qui les ont précédés. Pour cette deuxième phase lancée à Daloa, 75 000 nouveaux ménages sont ciblés dans 14 régions, en plus des 100 000 bénéficiaires en 2023. Et la part belle pour le Haut-Sassandra, plus de 9 000 ménages seront impactés. Cela permettra en définitive de passer à 25 000 ménages actifs. À travers ce type d'intervention, le président de la République et le Premier ministre placent la croissance économique et le développement au cœur des priorités. Mais ils en appellent constamment à consolider les leviers d'une Côte d'Ivoire solidaire, d'une Côte d'Ivoire où les citoyens voient leurs conditions de vie s'améliorer en même temps qu'ils renforcent leurs liens et bâtissent la cohésion nationale. Cette cérémonie de valorisation des acquis et partage d'expériences des ménages bénéficiaires des filets sociaux a enregistré la remise officielle des kits avec association de valorisation d'entraide communautaire et de clés de moto aux agents communautaires pour plus d'efficacité sur le terrain. Voilà de petites ressources à fort impact et pour de grandes réalisations pour la croissance économique des communautés ivoiriennes. Voyons à présent des actions sociales et de développement qui sont fort appréciées des populations au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Le témoignage de Djedje Digbepa, une localité du département de Gagnoa, d'Ogadogui et Mahama Traoré. Ouvert en septembre 2021, le collège de proximité du village de Djedje Digbepa se compose de 2 bâtiments de 3 salles, d'un bloc administratif de 11 bureaux, d'un préau, d'une cantine pour un effectif total de 130 élèves, dont 14 affrontent cette année le BEPC. L'établissement porte le nom du chef de l'État. Avant, les parents partaient inscrire les enfants à Gagnoa. Et à Gagnoa, là-bas, les enfants souffraient, les enfants ne mangeaient pas. Donc nous disons merci au président de la République pour avoir construit un collège. Et surtout l'année prochaine, nous voulons avoir une clôture pour la sécurité. Nous voulons avoir une classe de seconde. Djedje Digbepa se trouve être à la terre d'origine du professeur Ouraga Obou, constitutionnaliste réputé et chevronné. Dans l'élan des actions de développement du gouvernement dont bénéficie son village, professeur Ouraga Obou s'active. À son actif, la mise en place d'une unité artisanale de transformation du manioc, d'une coopérative au bénéfice des femmes du canton Gbadi Est, ainsi que l'ouverture récente d'une agence de microfinance.
Ça va leur permettre de faire l'épargne. Et avec l'épargne, ils peuvent développer leurs champs, leur agriculture, mais aussi de s'occuper correctement de leurs enfants. Et de telle sorte que les enfants demain, bien encadrés, bien soutenus, nous sommes certains qu'ils sortiront de la région de nouveaux universitaires qui pourront poursuivre l'œuvre que nous avons commencée. Djedjedikbepa, village de la sous-préfecture de Daïé-Paki, est la localité qui a vu naître l'un des tout premiers prêtres de Gagnoa, Monseigneur Atea Robert, qui avait ouvert les portes des premières écoles primaires de cette sous-préfecture. Voilà, de belles initiatives qui viennent appuyer l'action sociale du gouvernement et qui sont également à encourager. Le secteur de la pêche prépare une réforme de 6 projets de textes étaient à l'étude pour la révision du cadre juridique de la pêche artisanale en Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est de parvenir à réguler cette pratique de la pêche à petite échelle. Ismaël Léo et Davis Soyo. 6 projets de test portés à l'attention des responsables d'administration publique, des collectivités territoriales et des organisations professionnelles. Il s'agit entre autres de l'arrêté définissant les conditions et exigences pour la création ou l'ouverture des quais de débarquement pour la pêche artisanale. Le projet d'arrêté porte en création, attribution, organisation et fonctionnement de la cellule genre du ministère des Ressources animales et halieutiques. Toutes les décisions qui sont prises au niveau du MIRA sont des décisions inclusives et participatives. Et c'est la raison pour laquelle, à chaque fois que nous avons l'occasion de faire des études sur les tests qui sont pratiqués dans le secteur, nous invitons tous les acteurs de ce secteur-là. L'action est soutenue par la FAO à travers son programme dénommé Projet Initiative Pêche Côtière. Un atelier qui permet en tout cas d'accroître, d'améliorer le corpus ou l'arsenal de tests réglementaires pour permettre aux gestionnaires du secteur de la pêche d'avoir des bases juridiques et réglementaires, c'est tout à fait opportun. Pour les participants, ce cadre de réflexion devrait contribuer à réguler l'écosystème de la pêche artisanale. Nous attendons que ces lois soient prises en compte et que le ministère et nous, les acteurs, nous soyons dotés d'un instrument aujourd'hui juridique qui nous protège. Les résultats de ces travaux seront soumis à la validation du ministère des Ressources animales et halieutiques qui, lui, à son tour, les fera adopter par le gouvernement. Il est 13h, je vous invite à une pause lecture avec le roman Du sable dans les yeux, un thème qui en dit long. C'est une nouvelle sortie de 181 pages écrite par Patricia Ekaba qui raconte le vécu d'une famille, son quotidien bouleversé par une erreur médicale, une mère qui perd la vue. Résilience et solidarité sont les valeurs qu'on peut en tirer. J'en dirai pas plus, suivant ce reportage de Daniel Enyamou, commenté par Mahama Traoré. Tout part d'une erreur médicale qui fait basculer la vie d'une famille modèle. La mère, principale victime, perd la vue. Débute ainsi un cycle de calvaire pour l'ensemble de la famille, comme le raconte la fille aînée, Natacha, dans le roman intitulé « Du sable dans les yeux ». Ce roman est le premier de l'aventure littéraire de l'autrice Patricia Ekaba. Le point commun, si on doit trouver vraiment un message pour tout le monde, ce serait de dire qu'il ne faut jamais désespérer dans la vie, en fait. Il ne faut jamais désespérer dans la vie parce que, quelle que soit la difficulté de la situation, on va toujours trouver le bout du tunnel. Il y aura toujours une lumière, en fait, quelque part, et un espoir auquel il faut se raccrocher. Donc, je dirais que c'est un message d'espoir, c'est un message positif. L'idée, c'est de dire que même lorsqu'on a du sable dans les yeux ou qu'on rencontre un obstacle, on peut y arriver. En fait, ce qui m'a le plus vraiment ému et touché, c'est la qualité de son écriture, c'est la fluidité de son écriture, c'est la façon dont toutes les scènes sont décrites avec beaucoup d'émotion, mais aussi beaucoup de précision. Dans Du sable dans les yeux, roman de 181 pages, Patricia Ekaba tente de faire comprendre à ses semblables que seuls les yeux ne suffisent pas parfois pour bien voir. Et voilà, une histoire qui montre bien qu'au coup, on en prend tous les jours, mais les surmontées font de nous des héros du quotidien. On change de cadre et même de sujet. 2023 s'achève dans quelques jours. La nouvelle année se prépare à tous les niveaux. Et si certains font le choix de nouvelles résolutions, les étudiants de l'université Nangui-Aprogwa d'Abobo font plutôt dans le sens de l'art à la recherche de talents cachés en eux. C'est Farazegui. Une journée sportive et culturelle
pour occuper sainement les étudiants, mais surtout révéler leurs talents artistiques et sportifs. Du football, de la course de vitesse, du slam, de la poésie, de la danse et des arts martiaux. Autant d'activités qui ont tenu en haleine les étudiants de l'université Nongui Abrogwa d'Abobo. En tant qu'étudiants, c'est une joie pour nous de participer à ce genre d'événement parce qu'ici à l'université Nongui Abrogwa, une université de sciences, on n'a pas l'habitude de voir ce genre d'événement et nous sommes contents. La directrice du CRU A2 sensibilise ses étudiants sur la nécessité d'appartenir au club sportif et culturel afin d'avoir des moments de divertissement en dehors des cours. L'activité qui nous réunit ce jour se veut un creuset de l'expression des talents culturels, artistiques et sportifs de nos étudiants. Elle répond conformément à la mission du CRU, à notre volonté et à la nécessité d'occuper sainement les apprenants. La pratique des activités socio-culturelles vous aide à développer vos capacités intellectuelles, ne l'oubliez pas. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en plus de former et d'éduquer, se donne aussi pour mission d'épanouir et de divertir les étudiants afin de faire d'eux de futurs champions dans le sport et la culture. Le ministre a entrepris beaucoup de réformes sur le plan infrastructure, sur le plan académique. Maintenant, dans tout cela, il faut que les élèves, pour avoir les meilleures conditions d'études, puissent s'épanouir. S'épanouir à travers la culture, s'épanouir à travers les arts, à travers le sport. Les vainqueurs des différentes disciplines ont été récompensés. La journée sportive et culturelle à Nongui Abrogwa, c'était également de la sensibilisation sur les infections sexuellement transmissibles. Voilà, des étudiants qui démarreront la prochaine année avec déjà un bon souffle. Dans le centre du pays, l'heure est à un premier bilan de l'année scolaire 2023-2024. Les résultats de ce premier trimestre sont très satisfaisants pour certains élèves qui ont même mérité un prix d'excellence, une distinction qui récompense les meilleurs des écoles primaires des 14 villages de la sous-préfecture d'Angoda. C'est dans le département de Toumoudi. On le voit dans ce reportage de Jean-Yves Zadi et Soro Corona. Les premiers des 14 écoles primaires publiques de la sous-préfecture d'Angonda, département de Toumoudi, n'ont pas de repos en ces débuts de congé scolaire. Ils sont en course pour décrocher le prix d'excellence d'Angonda. Ce concours vise à encourager et récompenser ces écoliers en ces temps de célébration de Noël pour leurs efforts fournis lors du premier trimestre de l'année scolaire 2023-2024. Occasion pour les responsables d'établissement d'inciter les enfants à redoubler d'efforts au travail. Il faut qu'ils se mettent à la tâche, il faut qu'ils travaillent. C'est ce qu'on attend d'eux pour faire plaisir à leurs parents et puis pour qu'eux-mêmes demain ils soient fiers d'eux. Le travail est un trésor, donc il faut qu'ils apprennent à aimer le travail dès maintenant, pour s'en sortir demain. Yao Ivan Samuel est le meilleur des classes de CM2. Il décroche le prix d'excellence Luku Bakassa, du meilleur écolier de la sous-préfecture d'Angonda. À la maison, c'est parce que je bosse beaucoup. Après mes amis, arrêtez de vous amuser. Travailler à la maison et travailler à l'école. Pour être meilleur d'aimer. Luku Edouard, cadre de la sous-préfecture d'Angonda, parrain de la cérémonie, félicite les enfants pour les résultats obtenus et les invite au respect des aînés. Ils doivent rester studieux, accepter d'aller à l'école. Ils doivent être polis, respectueux et concentrés sur les études. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, ils doivent avoir des prix qui doivent porter leur nom. Et même mieux que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Autrement dit, c'est une manière pour nous de les inciter au travail. Plusieurs cadeaux ont été remis aux autres enfants des 14 villages de la sous-préfecture d'Angonda dans une ambiance de Noël magique. Et justement, on parle de Noël. C'était hier la commémoration du don suprême, celui de Jésus à l'humanité. Dieu envoie son Fils pour nous sauver. Selon les croyances chrétiennes, c'est un don précieux traduit par une remise de cadeaux. Et 5000 enfants de toute la Bagoué ont pu bénéficier de la générosité du président du conseil régional. Bruno Nabagné connaît le reportage de Soro Corona. Plus de 500 enfants rassemblés pour recevoir des cadeaux des mains du président du conseil régional de la Bagoué à l'école catholique de Tengrila. Nous sommes au lancement officiel de la caravane de Noël dans la région de la Bagoué. Une initiative du ministre Bruno Kone pour donner la chance aux enfants de la région de vivre la magie de Noël. Pour cette édition, ce sont plus de 5000 présents qui sont distribués aux tout-petits.
C'est avec joie que les gamins ont reçu leurs cadeaux tout en exprimant leur gratitude aux donateurs. Les enfants de Tengrela sont en joie et vous souhaitent bonne chance dans votre tâche. Que Dieu, dans sa miséricorde, vous assiste et vous protège. Merci, papa. Bruno Koné félicite les enfants de la Bagoué pour leurs meilleurs résultats obtenus le premier trimestre de l'année scolaire 2023-2024. Le président du conseil régional exhorte les enfants au travail bien fait et au respect des Les enfants en joie, ça va être des enfants qui vont mieux travailler. Ça va être des enfants qui seront plus serviables, plus polis envers leurs parents, envers leurs maîtres, envers les adultes de façon générale. Et si nos enfants, dès cet âge, prennent cette habitude d'être polis, d'être respectueux, nous aurons demain des adultes également respectueux de la chose publique. Les 5000 cadeaux seront distribués aux enfants des sous-préfectures des départements de Tengrela, Bundiali et Koutou. Et voilà une ambiance qui traduit bien l'esprit de Noël, le fait de vivre une ambiance un peu magique et qui est composée d'une multitude de petites attentions, de moments et d'intentions également de partage. Tout cela pour célébrer la naissance du Christ. C'est d'ailleurs ce qu'enseignent les dirigeants spirituels dans les lieux de culte. L'exemple de Méagui avec Marie-Chantal Akanda. Méagui, situé dans le sud-ouest, dans la région de la Nawa, a célébré Noël dans la ferveur spirituelle. Les fidèles chrétiens ont afflué vers les lieux de culte pour commémorer la naissance de Jésus-Christ. Un seul message est délivré dans les églises, l'importance de vivre dans une fraternité authentique à travers l'amour et la foi. Dans son homélie, le père Charles Olidjo, curé de la paroisse Saint-Ignace de Méagui, a souligné que Noël est un moment privilégié de rapprochement avec Dieu. Le message de Noël, c'est le message de la pure communion avec Dieu. Et quand on est en communion avec Dieu, on est en communion avec son frère. Et joyeux Noël à vous tous, à nous tous, à toute la Côte d'Ivoire, pour que la joie de Noël se répande dans toutes les familles, dans tous les foyers, dans toutes les cours et dans tous les cœurs. Que les malades retrouvent la santé, que tous ceux qui sont perturbés retrouvent la paix. Et que Jésus-Christ, l'Emmanuel, soit votre partage à vous tous. À l'église protestante évangélique Sema de Méagui, le révérend Kwame Kwasi Mathieu a rappelé aux fidèles l'importance de cette célébration et les promesses de vie qu'elle porte. Le 25 décembre de l'année, nous fêtons la nativité pour encore, je dirais, annoncer l'évangile. Et aussi, en annonçant l'évangile, rappeler aux fidèles que Dieu accomplit ses promesses. Parce qu'il nous a promis qu'il nous enverrait un sauveur, Jésus-Christ est né. La reconnaissance a été manifestée à travers des chants et des danses, célébrant l'amour, la naissance de Jésus le Sauveur tant attendu. Une célébration marquante qui transcende les différences confessionnelles, unifiant ainsi la communauté autour de la signification profonde de Noël. Revenons pleinement sur cette journée du 25 décembre, une journée qui par tradition de nos sociétés est une journée à passer en famille ou entre amis. Selon le choix, le but reste le même, avoir des moments féeriques et de complicité, mais également de partage. Le témoignage dans cet élément de Magloire Bafo et Franck Quadio. Cocody, dans cette cité bien connue, des enfants occupés à ouvrir des coques de coco. La fièvre de Noël, ce n'est pas trop leur tasse de thé. Trop grand, selon eux, pour se laisser bercer. Trop vieux pour les cadeaux. C'est trop quoi? Dieu. Pas grave, s'ils n'ont pas de cadeau cette année. Cette fillette, par contre, endimanchée par sa mère, profite du repas de fête. Point besoin d'en faire des tonnes. En termes de cadeaux, à un jet de pierre, d'autres enfants bien plus enjoués, testant allègrement les cadeaux reçus tôt ce matin. Tant d'avoir reçu ce cadeau, je promets à papa et maman pour bien travailler en classe. J'ai fini ma part, les parents ont fait pour eux. Et quand je vois ces cadeaux avec ces enfants, je suis dans la joie. Quittons cette ambiance contrastée, direction Koumassi et ses jeunes apprentis conducteurs, ambiance de jour de Noël bon enfant, qui nous amène à la commune voisine de Trècheville. Hervé, fils du quartier, a comme trouvaille distribué des cadeaux
à tous les enfants des alentours. Voilà. Le décor est à la fête un peu partout. Les enfants s'amusent et les adultes dévisent, se remémorant quelques bribes de leur enfance. Il dit à mon temps, cadeau là, il n'y avait pas. Le vieux, il était ébéniste. Donc il nous fabriquait les trottinettes qu'on dit maintenant on apprend aux enfants à marcher là. Donc c'est en ce moment-là, on nous offre ça. Les Taïdo, eux, ont décidé de distiller la joie dans leur cité. Un déjeuner est offert au voisinage. Il s'agit de communier en ce jour de la nativité du Christ. J'aime les enfants et chaque année, mon époux et moi, on fait tout possible pour éveiller les enfants. Le 25 décembre, une journée pleine et le sentiment d'un instant allègrement vécu. Il faut cependant vite recharger les accus. Dans quelques jours, c'est la Saint-Sylvestre. Voilà, 25 décembre, Noël, une journée bien vécue et encore joyeux Noël à toutes et à tous. Parlons à présent de ces acteurs très importants à notre quotidien, à notre société même. Je veux parler des médecins. Ils ont organisé une semaine du médecin volontaire ici en Côte d'Ivoire. Une semaine autour d'activités caritatives et de grandes opérations de dons de sang. Reportage. Un panel pour éclairer la lanterne des médecins volontaires afin qu'ils jouent convenablement leur rôle dans la légalité. À travers le thème solidarité, jeunesse, santé mentale, ce panel a réuni plusieurs professionnels de la santé. Blé Guirao Debadea, représentant le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, a traduit son soutien au réseau des médecins volontaires. Le docteur Akaoulé, homme même de santé et la famille de la santé, a donc accepté d'être au patron de cette cérémonie qui est importante, pour donner un message d'encouragement aux jeunes médecins volontaires, leur dire félicitations et leur dire qu'ils se tiennent à leur côté pour véritablement apporter quelque chose de plus aux populations ivoiriennes. La première édition de la semaine du médecin volontaire a été également marquée par l'opération Un citoyen, une poche de sang qui s'est tenue à la mairie d'Abobo et qui a permis de collecter plus de 200 poches de sang. Autre activité, la réhabilitation de l'infirmerie et du dortoir de l'orphelinat de Gasson de Bengeville, suivi d'un don de matelas et de médicaments. Quand nous sommes rendus sur les lieux, on s'est rendu compte que c'est là qu'il y avait plus de besoins. Raison pour laquelle nous avons commencé par la réhabilitation du dortoir pour permettre à ces enfants d'être dans de meilleures conditions, mais en même temps d'être aussi bien soignés pour leur permettre justement d'avoir une vie épanouie. L'objectif de cette édition était de réunir les acteurs majeurs du système de santé ivoirien pour mener une réflexion sur les questions d'engagement citoyen et pour le développement de la médecine humanitaire en Côte d'Ivoire. Et si l'année s'achevait en prière, l'église Pentecôte de Côte d'Ivoire a déjà donné le ton avec 21 jours qui ont été dédiés à l'invocation de Dieu pour renforcer la dimension spirituelle des chrétiens. Et l'actualité hors de nos frontières, le bilan humain des violences du week-end dernier dans l'état du plateau Nigeria a continué à s'alourdir. Hier soir, les autorités locales de cet état du centre du Nigeria évoquaient au moins 160 morts, victimes d'attaques perpétrées dans 3 circonscriptions, à Mangou, à Bokos et à Barkin-Ladi. Des attaques perpétrées par des hommes armés contre des communautés rurales. Selon Amnesty International au Nigeria, l'organisation dénonce d'ailleurs l'incapacité des autorités fédérales à protéger ces populations. C'est le dernier mot de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le prochain journal est à 20h sur RTI1. Je termine cette édition en vous exhortant à être pour chacun un cadeau. Excellente fête de fin d'année à tous.